Bonjour et bienvenue dans votre numéro politique spécial législatif où nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les candidats aux élections législatives de juin 2024. Et aujourd'hui, nous avons Madame Yvette Gallo, candidate à la 4e circonscription, donc la circonscription du Sud, une figure féminine de la politique martiniquaise bien connue d'ailleurs, et qui nous revient après un petit temps d'absence. Bonjour, Madame Yvette Gallo. Bonjour, Madame Ratin-Hierro. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes de retour et nous vous proposons indirectement de vous présenter à ces téléspectateurs qui vous redécouvrent et découvrent pour certains. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Je veux saluer toute Madinina 972. Je dis Madinina. Et en particulier, les électeurs, électrices de la circonscription numéro 4 Sud de Martinique. Donc, je suis très heureuse d'être là. Cela fait 7 ans que je suis repartie, toujours sur le terrain politique, mais la politique humanitaire, pour m'occuper des jeunes étudiantes qui partent loin de leur famille étudier. Nous sommes en plein dans le bac là. Les parents investissent bien souvent beaucoup pour que leur enfant ait un avenir certain. Et puis quand on part loin de sa famille, de son ancrage territorial, de ses traditions, eh bien parfois c'est difficile quand on n'a pas de la famille. Donc nous avons en 2017 avec mon époux, le 22 mai 2017, créé dans le sud de la France l'association Bureau social, économique et culturel des gens des îles, des RUP et des Afro-diasporas en migration. Cette association a pendant les 7 années sillonné toute la France pour aller à la rencontre des étudiants, mais aussi nous avons un parcours dans l'association pour les personnes qui viennent en migration santé sur des pathologies rares. Donc on a, avec un réseau de médecins antillais, on pouvait les orienter vers des centres hospitaliers qui n'ont pas les pathologies d'ici. Mais nous avons beaucoup plus travaillé sur les étudiants, accueillis même à notre domicile des étudiants de passage dans l'attente qu'ils puissent avoir un espace d'intégration. Et nous avons vécu l'exclusion sociale, l'exclusion territoriale. Et c'est pour ça que je suis là, parce qu'il y a des freins qui sont des freins législatifs. Alors, justement, vous répondez du coup à la question. Je m'apprêtais à vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter. On vous connaît pour votre amour du pays, pour votre posture militante. Vous avez été conseiller régional, vous avez aussi été auprès de municipalités. Enfin, vous avez œuvré à plusieurs niveaux, notamment sur le terrain. Et là, aujourd'hui, vous venez aux législatives. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qui vous a poussé? Alors, je vais dire ma conscience intime. C'est-à-dire que quand vous faites du terrain, vous voyez qu'il y a certains freins et que ce sont des freins liés à la loi. Je prends un exemple simple. Nous parlons beaucoup de continuité territoriale. Nous parlons des billets d'avion qui sont très chers. Puisque les billets d'avion sont chers, vous savez que les parents ne peuvent pas, parfois ils auraient envie, le temps le plus difficile pour un étudiant, c'est Noël. Quand la fin de l'année arrive, c'est la dépression. Mais quel parent un parent moyen, même un cadre moyen, peut acheter un billet d'avion ou 2 pour faire le gamin revenir ou pour aller le voir? Et ce problème des billets d'avion doit être légiféré de manière stable. Il y a d'autres problèmes quand les étudiants arrivent. Ils arrivent sur le territoire, ils sont dits français, mais en même temps martiniquais. Savez-vous que pour être logés dans le Crous, ils font les demandes au départ de Martinique, mais bien souvent les réponses arrivent en décembre. Alors qu'un étudiant qui va sortir de Finlande ou de la Belgique, qui est quand même limitrophe avec la France, va avoir son logement dès septembre. Vous imaginez l'angoisse. Donc nous avons dû, avec l'association, aller voir les réseaux d'agents immobiliers pour régler les questions. Il faut que ça soit légiféré. Tant sur le plan national, qu'est-ce que c'est qu'être un Martiniquais
qui a sa carte d'identité française. L'autre chose, quand les étudiants ont des difficultés et que les régions viennent leur dire « mais c'est pas nous, vous devez vous adresser à la région de votre territoire ». Non, l'étudiant passe parfois 5 années de sa vie, il a une intégration à faire dans la région, il faut que la République puisse régler la situation de nos étudiants pour qu'ils soient sereins. À côté de cela, il y a le sujet de l'abstention qui m'a beaucoup effrayée. Il faut savoir que je suis rentrée en politique, pas par le bout de la politique institutionnelle, je suis rentrée en politique en me battant pour que les artistes aient une fiche de paie. J'ai fait le choix d'être étudiante, de partir me former pour devenir manager d'artistes, pour avoir le diplôme qu'il fallait pour que j'ai le droit social en connaissance. Je suis revenue au pays en 1995 et ma première action a été d'organiser un colloque sur le droit social dans le spectacle. Il fallait là encore légiférer, faire signer une motion aux différents organisateurs, entrepreneurs du spectacle pour que la loi française change, l'ordonnance de 1945 change, afin que nous ayons la licence d'entrepreneur de spectacle dans les DOM, puisqu'en 1945, nous n'étions pas encore département. Et ça, j'ai pu le faire dès l'âge de 24 ans, faire ce lobbying auprès de nos députés de l'époque. C'était Monsieur Le Sieur, Monsieur Petit. Mais ça a été fait. Nous avons eu la licence et j'ai pu monter mon agence artistique émergente. Je l'ai fait avec une entreprise, ce colloque, et être la première à aller à Paris, à l'Olympia, porter la Biguine en 2002 avec Gertrude Séné, avec une licence martiniquaise d'entrepreneur de spectacle à dimension nationale. Alors, je rebondis, vous expliquez l'intérêt d'aller travailler au niveau des lois. Qu'avez-vous pensé de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron? Une opportunité, comment vous le percevez? Emmanuel Macron est un stratège, un fin stratège, puisque depuis des années, on ne l'a pas vu arriver. Personne ne l'a vu arriver, il a pu faire l'unanimité autour de lui. Donc, la dissolution, je n'imagine pas qu'il ait pu fonctionner de manière spontanée. Non, c'était structuré, c'est organisé. J'ai compris, après 30 années de politique, que la politique politicienne est une question de guerre, c'est une stratégie. Ça, je ne l'avais pas compris au départ. Mais le recul et le retour sur le terrain vous fait mûrir et grandir et regarder les choses avec une autre altitude. La dissolution, quand vous dissolvez une Assemblée nationale, ça s'est fait de manière très rare, vous changez de majorité. Mais il y a surtout un fait, et c'est pour cela que je suis là, pour expliquer les choses dans la pédagogie, c'est que s'il y a un désordre et qu'il n'y a personne qui soit en mesure de trouver un consensus autour des lois à mettre en œuvre ou à promulguer, eh bien, ce désordre permet, en temps de guerre, puisqu'il y a quand même un décor qui est une guerre entre l'Occident et l'Europe de l'Est, de pouvoir se dire, il n'y a pas de majorité au Parlement, donc je décrète que nous faisons appel à l'article 16 de la Constitution française. Et cet article peut donner tous les pouvoirs au président de la République, y compris le pouvoir de faire la guerre. Moi, je dis que le peuple de Mandinina a déjà beaucoup subi de la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple de Mandinina a déjà beaucoup subi de son histoire passée, comme le peuple de France, de toutes les régions de France, parce que la France a des spécificités régionales. J'ai pu visiter toute la France, 250 000 kilomètres, j'ai compris ce qu'était ce territoire. Les gens en ont assez de la guerre. Alors, est-ce que, puisque vous parlez de guerre, est-ce qu'on peut considérer que cette élection, en fait, à travers, si vous êtes élu, à travers cette mandature, vous serez en guerre? Si oui, contre qui? Avec qui? Contre quel mouvement politique? À quoi vous vous opposez? Quand je parle de guerre, je parle de la guerre qui existe aujourd'hui entre le bloc occidental et la Russie. Ce mot guerre, je l'ai banni de mon vocabulaire. Je suis une personne qui cherche le consensus. Il faut que vous sachiez qu'en 2014, j'étais conseillère régionale. À titre personnel, j'ai envoyé un courrier au président de l'Europe de l'époque. Et je lui ai dit, vous savez que dans les îles, nous avons bâti une diplomatie de la paix.
Les femmes des îles et de Madinina s'appelait l'île aux femmes. Ces femmes arawak de l'époque avaient déjà été une société pacifiée. Il serait bon que vous reveniez vers l'histoire profonde des îles que vous gérez dans les régions, les RUP. J'ai envoyé ce courrier. J'ai rencontré une personne qui était l'une des assistantes du président qui m'a reçu. Elle m'a dit, votre courrier a été reçu. J'ai déjà fait beaucoup de démarches. En 2015, quand Clarissa Jean-Philippe a été assassinée, j'ai envoyé le 8 mars 2015 un manifeste pour Femmes debout pour la paix dans le monde, en disant aux femmes, vous avez le pouvoir d'achat. Il est bon, mesdames, vous qui représentez plus de 50% de cette planète, que vous vous leviez pour exiger une économie de la paix. Ça a été relayé par toutes les associations de femmes auxquelles j'ai envoyé ces 200 exemplaires, cet exemplaire du manifeste. Donc, j'ai toujours milité pour la paix. Et ce qui m'a inquiété, ce sont les résultats des élections européennes. Auprès de qui allez-vous continuer ce combat, cette démarche vers la paix? Qui seront vos alliés? Quelle sera votre étiquette? C'est-à-dire que la question de l'étiquette politique, je suis sans étiquette. Il faut savoir que quand on commence son parcours dans l'art et la culture nécessite, quand on est une servante de l'art, des artistes, de la créativité même, ça nécessite que nous ayons un minimum de liberté d'opinion, d'expression, de conscience. Et je me suis toujours battue bec et ongle pour que cette expression puisse se manifester dans un consensus, mais aussi dans un partenariat avec ceux qui partagent la même vision morale. Et c'est dans ce sens-là que je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quel groupe. Par contre, je peux être en mesure de vous dire que sur des lois qui ont été votées auparavant, il y a des lois sur lesquelles je n'aurais pas dit oui. Je n'aurais pas dit oui pour l'avortement. Je n'aurais pas voté oui pour l'avortement dans la Constitution. Je n'aurais pas voté oui parce que je considère que la liberté d'expression, la liberté d'usage de son corps doit être respectée. Et ça pourrait paraître une loi qui respecte la liberté d'usage du corps de la femme, mais pour qu'une société soit équilibrée et pacifiée, il faut aussi respecter la liberté d'expression de tous ceux qui considèrent que porter la vie, porter un enfant, c'est aussi porter la vie. Donc, il y a d'autres lois sur lesquelles je n'aurais pas dit oui, en tant que, je dirais, d'éducation judéo-chrétienne et aussi d'éducation, je dirais, égyptienne antique. Alors, Mme Gallo, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai quand même envie de savoir, et je pense que les téléspectateurs aussi, ce que vous avez pensé du score du Rassemblement national aux élections européennes, notamment en Martinique. Alors, j'ai vu venir cela en étant dans l'immersion de 7 ans. Je vais vous parler d'une anecdote que nous avons vécue. Ce ne sont pas les partis qui posent problème en général. Les partis, ils développent des programmes, ils développent des promesses. Mais ce sont les militants fanatiques. Les militants et les partisans fanatiques. Remarquez bien qu'aujourd'hui, en moyenne, depuis une dizaine d'années, il n'y a que 20% à 25% de personnes qui votent. 70 à 75% de personnes ne se reconnaissent plus dans la manière de vivre la politique. Et, en fait, je dis c'est un malheur, parce que les 25% pour moi constituent les fanatiques, les partisans, les personnes qui sont encartées dans les partis. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je me suis engagée sans hésiter, sans me poser de questions, parce que l'heure est grave. Pour avoir vécu le fait que quand on est en France, on ne sait pas si vous êtes des îles, on vous voit en noir. J'ai monté une boutique dans une grande ville que je ne citerai pas. J'ai eu des personnes du territoire catalan qui m'ont bien accueilli. Les bras ouverts, les Catalans fonctionnent comme les Antillais. Mais j'ai aussi vécu des gens qui m'ont dit « une négresse ne peut pas ouvrir ». Mon époux est un métis, on va dire mulâtre ici. J'ouvrais la boutique, je nettoyais les vitrines. Un jour, ils ont cru que j'étais la servante parce que j'étais noire.
Parce que nous avons accepté de dire que nous sommes des descendants d'esclaves, ce que j'ai toujours refusé. Je ne suis pas une descendante d'esclaves. Et j'ai pris le combat. Ils m'ont dit, une négresse ne reste pas 6 mois ici. Je leur ai dit, vous allez apprendre à respecter ce que je suis, alors, ma culture. Madame Gallo, on sera obligé de s'arrêter. Malheureusement, le temps est bien défini. C'est-à-dire que j'aurais pu donner un programme, j'aurais pu vous faire des promesses, mais le temps n'est pas à cela. Le temps est, mettez des personnes qui sont libres de leur opinion et qui pourront s'allier, travailler avec des partis qui ont une morale. Merci, Mme Gallo. En tout cas, nous vous souhaitons une excellente campagne. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro autour de ces élections législatives de juin 2024. À très bientôt.